Cette vidéo concerne tous ceux qui souhaitent investir dans l'agriculture en Afrique. Donc du coup, avant de faire quoi que ce soit, regarde et partage cette vidéo parce que je pense qu'elle pourrait t'éviter de perdre énormément de temps et d'argent. Tu comprendras pourquoi dans la suite. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser toi aussi tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne simplement et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h, ainsi que des lives bimensuels que nous faisons. Va dans la barre de description pour ce qui concerne le deuxième point parce que tu vas y trouver un lien qui va te conduire vers un livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret que j'ai écrit et qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, le samedi 17 novembre, j'organise une séance de travail à Paris autour de l'immobilier. Il va être question de pouvoir parler de l'achat d'immeubles moins cher parce que c'est quelque chose dans lequel je me suis spécialisé. Je vais partager avec toi les méthodes que j'utilise. Et il va être question aussi de parler de la vente aux enchères. C'est une niche qui est très peu connue, mais je ne t'en dis pas plus. Va dans la barre de description, tu trouveras le lien qui te permettra de pouvoir avoir le programme de la journée et réserver ta place. Sache juste qu'on a aujourd'hui plus de la moitié des places qui sont parties, donc ne traîne plus trop à réserver la tienne. Fin de la parenthèse. Alors, le but de cette vidéo, c'est de te parler d'agriculture. Parce que, si tu ne le sais pas encore, le pays duquel tu viens a probablement des difficultés avec l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est la capacité pour un pays à pouvoir gérer lui-même l'ensemble de la production dont il aura besoin pour se nourrir. Le souci, c'est que beaucoup de pays en Afrique ne sont pas autonomes, justement, et malheureusement, ceci entraîne que les gouvernements en Afrique dépensent des milliards pour pouvoir nourrir les populations sur place. On estime à 50 milliards de dollars les dépenses annuelles en Afrique pour pouvoir acheter de la nourriture à l'étranger. C'est énorme comme chiffre. Mais si tu veux, ce qui est quand même clair avec de tels chiffres, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture est un business. Ce qui est par contre dommage, c'est qu'on nourrit finalement des agriculteurs ailleurs parce que ce que nous on mange en Afrique, du moins, c'est le résultat de producteurs qui produisent en Europe ou en Amérique latine. Donc, dans ces zones-là, il y a de la surproduction et chez nous, il y a de la sous-production. C'est gênant parce que nous avons les terres disponibles. L'Afrique dispose aujourd'hui de plus de 60% des terres arables disponibles. Et c'est d'autant plus dommage que sur place, nous avons de la main-d'œuvre disponible et moins chère. Donc, du coup, malgré tous ces avantages que l'Afrique a, tu constateras quand même que le cultivateur, le paysan en Afrique, est quelqu'un qui est quand même relativement assez pauvre. Et si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que le cultivateur est pauvre en Afrique et que tu décides de te lancer dans l'agriculture, alors il y a des chances que toi aussi, tu aies les mêmes résultats. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne l'importance, ou du moins l'impact de l'importation alimentaire en Afrique. Dans la formation que j'ai faite sur l'élevage de poulets ou même celle que j'ai faite sur l'élevage de poissons, comment faire l'élevage de poissons avec moins de 1 500 € ou même comment faire l'élevage de poulet avec moins de 2 000 €. Je te mets les deux liens pour ces formations dans la barre de description si ça t'intéresse. Mais j'explique dans ces formations-là qu'aujourd'hui en Afrique, on a quand même un gros mal avec cette nourriture qui vient d'ailleurs parce que nous n'avons aucun moyen de la contrôler. Nous faisons juste confiance aux autres. Et quand on sait à quel point les Africains se sont fait souvent avoir parce qu'ils avaient fait confiance aux autres, on a des raisons de pouvoir être méfiant. Surtout que quand on regarde les chaînes logistiques, quand un éleveur abat un animal en Amérique latine, entre le moment où il abat cet animal et le moment où l'animal arrive chez nous en Afrique, il s'écoule des mois. Déjà de par le transport, de par les temps passés dans les ports. Et bien évidemment, il y a le problème de la rupture de la chaîne de froid parce qu'à plusieurs reprises, les animaux sont décongelés puis recongelés, notamment quand ils arrivent au port en Afrique généralement. Mais en plus à cela s'ajoutent des problèmes beaucoup plus graves, des problèmes de santé, parce que les animaux élevés dans ces pays-là utilisent des normes avec lesquelles nous ne sommes pas forcément en phase en Afrique. Donc du coup, ils sont bourrés d'éléments chimiques. Et bien évidemment, on commence à faire des liens clairs entre l'alimentation et la montée en flèche des cancers en Afrique.
Mais le problème, c'est que si on continue comme ça, on va se retrouver donc du coup comme l'Europe, que l'on peut critiquer justement à cause du fait que la nourriture ici est très chimique et donc elle a déjà commencé à avoir des ravages énormes sur les populations. Donc le côté un peu sain, préservé de l'Afrique est aussi en train de disparaître complètement. Mais en plus de ce que je viens de te dire sur l'agriculture, sur l'élevage, il faut que tu saches que cette situation a son corollaire en agriculture. D'un, parce que l'Afrique continue d'importer énormément de nourriture, comme je l'ai dit tantôt. Mais il n'y a pas que le poisson et le poulet ou la viande de bœuf. Il y a aussi d'autres produits, notamment tout ce qui va être maïs, tout ce qui va être par exemple le riz, et j'en passe. Ce sont des produits que l'on consomme énormément en Afrique, mais qui pour la plupart sont produits hors d'Afrique. Et donc, tu es donc bien évidemment là face à un dilemme. C'est que même les agriculteurs africains aujourd'hui, et ça c'est peut-être pas souvent assez connu, utilisent déjà pas mal ces pesticides, utilisent pas mal de produits chimiques pour pouvoir produire la nourriture que tu rencontres au marché. Parce qu'en fait, malheureusement, le petit producteur, entre guillemets petit, travaille pour survivre. Et donc, lui, à son niveau, il va utiliser tout ce qui est disponible pour pouvoir garantir ses récoltes. Comme il a perdu au fil du temps les méthodes naturelles que nos ancêtres utilisaient et qui faisaient qu'on n'avait pas besoin de tout ce qui était engrais et pesticides, ou du moins c'était des engrais naturels, ben aujourd'hui il est contraint à aller dans le cycle de pervers de l'achat de pesticides un peu plus chaque fois. Et le problème avec ce cycle-là, bien évidemment, c'est que c'est un cycle qui coûte cher. Et donc, bien évidemment, l'agriculteur africain n'a pas forcément toujours les moyens de pouvoir acheter ces pesticides en grande quantité. Et ceux qui ont les moyens, par contre, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont les moyens, ben, ils achètent pas mal de pesticides parce qu'ils ne veulent prendre aucun risque, bombardent les plantes et au final nous mettent sur le marché des plantes qui ont en fait les mêmes problèmes et parfois même pire que ce que l'on peut vendre en Occident. Parce qu'encore en Occident, même si la nourriture n'est pas, même s'il y a des pesticides, c'est au moins contrôlé un minimum. Chez nous, comme on n'a pas de contrôle, le mec qui veut te mettre 10 litres de pesticides, au lieu de te mettre un petit verre, te mettra ces 10 litres. Tant pis, en ignorant en fait que la première personne qui subit les conséquences des pesticides, c'est l'agriculteur, parce que ce sont des produits chimiques dangereux. Et donc la première personne qui s'expose, qui expose sa santé, c'est l'agriculteur lui-même. Quoi qu'il en soit, le schéma de quelqu'un comme toi et moi, généralement qui vivons par exemple dans la diaspora quand nous voulons investir, est de pouvoir acheter un terrain dans un premier temps, décider nous-mêmes de la culture qu'on va faire sur ce terrain-là, bien évidemment depuis l'Europe ou l'Occident en général. Ensuite, trouver un oncle, une tante, un parent en Afrique et bien évidemment, pour couronner le tout, lui envoyer de l'argent pour qu'il puisse superviser les travaux. Et ensuite, nous attendons la récolte. Alors, les plus déterminés vont souvent sur place une ou deux fois pour essayer de voir comment ça marche. Mais généralement, tout ça entraîne à un échec. Le résultat est souvent un échec parce que, ben, écoute, il y a une grossière erreur qui est faite dans ce raisonnement-là. La grossière erreur, c'est de penser que c'est toi et moi qui devons décider, qui devons dire à la terre ce qu'elle doit prendre. En réalité, comme tu vas le voir dans la formation que j'ai faite, c'est à la terre de te dire ce qu'elle accepte. Parce que les terres sont différentes, elles répondent à des caractéristiques différentes et donc, de fait, elles décident quel type de culture doit y être faite. Malheureusement, les Africains en général, comme on est plus dans la subsistance, on ne prend pas soin d'interroger la terre et de savoir quelle est la terre que j'ai en fait en face de moi et quelles sont ses propriétés, quelles sont ses caractéristiques et qu'est-ce qu'elle peut me donner de manière naturelle et en abondance. Mais comme on bypass cette étape-là, bon, mais finalement, on se retrouve simplement à travailler sur la terre que l'on a et d'y faire ce que nous, on veut faire. Et comme les résultats ne sont pas souvent au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on achète davantage de produits chimiques pour essayer de doper la croissance. L'autre élément sur lequel les gens font souvent des erreurs quand il s'agit d'investir en Afrique en termes d'agriculture, c'est le choix des semences. Oui, ça tu ne le sais peut-être pas, mais les semences ne se valent pas. Et ça se voit très clairement au niveau de la rentabilité et au niveau des maladies. Tu as des semences qui sont souvent très fortes, très résistantes, mais qui n'ont pas une grande productivité. C'est par exemple le cas du riz africain. Il est très fort, très robuste, il résiste très bien aux maladies, mais il n'est pas très bon en termes de rentabilité par rapport à son cousin qui est le riz asiatique. Le riz asiatique, lui, il est faible en termes de santé, mais il est très bon en termes de productivité. Donc du coup, tu te retrouves avec des producteurs qui ne sont même pas au courant de ce type comment je vais dire ça, de différenciation, et donc ils choisissent juste une semence. Ce que je te dis là pour le riz est valable pour tout ce qui se plante. Les semences ne se valent
pas. La troisième chose qu'il faut pouvoir savoir et qui est une vraie différence, c'est la commercialisation. Et ça aussi, c'est une zone dans laquelle les gens font beaucoup d'erreurs parce que les gens, comme je t'ai dit, décident de ce qu'ils vont produire et ensuite se disent comment est-ce que je vais faire pour le vendre. Alors qu'en fait, dans l'agriculture moderne, on vend avant d'avoir produit. C'est ça le nouveau type de business. Et moi, si tu veux, j'ai créé une formation dans laquelle je te partage donc toute cette expérience-là. Je te partage les méthodes que j'utilise. Je te partage les erreurs que j'ai faites. J'ai mis le premier module de cette formation, comme d'habitude, gratuitement disponible dans la barre de description. Donc, je t'invite à y aller pour voir si cette formation-là, elle est faite pour toi. Parce que comme d'habitude, mes formations ne sont pas faites pour tout le monde. Celle-là, elle est faite pour ceux qui veulent vraiment, vraiment se servir de l'agriculture comme un pilier pour lutter contre l'impérialisme dont on a parlé tout à l'heure. Thomas Sankara disait que l'impérialisme, ce n'est pas que les États-Unis ou la France qui ont envahi un pays. L'impérialisme commence par l'alimentation. L'impérialisme, ce sont les grains de riz qu'on mange en Afrique. D'où vient-il? Quel cultivateur les produit? Qui est-ce qu'on enrichit quand on achète ce riz-là? Parce qu'en fait, comment moi je suis arrivé, comment est-ce que j'en suis, autant pour moi, arrivé à savoir tout ça? Ben écoute, moi quand je me suis lancé dans ma ferme, j'ai eu la géniale idée de me dire, vu que les poulets consomment de la provende et que la provende est constituée pratiquement à 70% du maïs, et donc c'est le maïs qui fait le prix. Si je plante moi-même mon maïs, il me reviendra beaucoup moins cher, ce qui est vrai, et donc du coup je pourrais baisser mes coûts de production. De manière, j'ai envie de dire, intellectuelle, ça semble très logique et très bien. Jusque dans la réalisation, je n'avais pas pris en compte pas mal de petits éléments qui m'ont fait complètement capoter l'opération et perdre plusieurs milliers d'euros. En fait, j'ai lancé 5 hectares de maïs et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je ne savais pas à ce moment-là que il fallait laisser sécher le maïs très longtemps. Pour moi, quand le maïs était récolté, je pouvais le prendre un mois après pour pouvoir nourrir mes animaux. Mais en fait, non. Si tu veux avoir du maïs de Provence, le vrai maïs, le bon, doit pouvoir être séché souvent autour de 1 an. Mais qui parle de sécher du maïs pendant 1 an, parle de mettre en place des systèmes de stockage qui coûtent de l'argent. Il y a des systèmes classiques que l'on appelle les RIPS, mais qui ont quand même pas mal de risques de contagion de ton maïs et même de le voir dévoré par les petites bestioles. Donc du coup, tout ça fait que tu te retrouves au final à dépenser énormément d'argent et le maïs n'est plus finalement si rentable que ça. La solution était simplement de pouvoir trouver un grossiste, par exemple, d'acheter du maïs chez lui et de pouvoir le transformer. Donc du coup, le deal que j'ai par exemple eu moi avec un des cultivateurs qui est autour de moi, à côté de mon champ, c'est que lui, il fasse du maïs. Donc lui, il va prendre sur lui le risque et la supervision, la gestion du maïs, le stockage aussi. Et moi, je vais acheter son maïs pour pouvoir l'utiliser par la suite. C'est aussi une manière de pouvoir travailler de manière collaborative. Mais à l'époque, j'étais juste parti sur l'idée très géniale sur le papier de pouvoir faire les choses à ma manière. Et ça, bien évidemment, ça m'a coûté très, très cher. Ben, aujourd'hui, je viens de te parler là justement de différents éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir mieux maîtriser son agriculture. Mais il faut aussi savoir qui sont tes concurrents. Parce que si tu veux faire de l'agriculture et que tu ne sais pas qui sont tes concurrents, bien évidemment, tu ne seras pas forcément très bien outillé, très bien armé. Mais après avoir su qui sont tes concurrents, il faut que tu saches comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce que le paysan travaille pour l'ananas, comment le paysan travaille pour la banane, comment il travaille pour le plantain, comment il travaille pour le macabo, comment il travaille pour le manioc. Et à ce moment-là, tu sauras, quand tu auras fait ma formation, pourquoi est-ce que le cultivateur lambda ne gagne pas assez d'argent. Parce que dans cette formation, justement, je vais développer les différentes caractéristiques d'une agriculture qui marche en te montrant les faiblesses et les failles. Et ainsi, tu pourras voir très rapidement quels sont les risques que tu cours quand tu prends telle ou telle option et quels sont les avantages de telle ou telle autre option. Tu vas te rendre compte que l'agriculteur, par exemple, sur place, il produit très peu. Figure-toi que généralement, ils sont en zone retirée, ils sont en campagne. Et comme nos pays ont souvent des problèmes d'accès, même par les routes, il est difficile d'atteindre ces zones-là et donc de pouvoir faire sortir de la nourriture. Donc la nourriture est souvent enclavée dans les villages. Autre élément, c'est qu'ils produisent, mais les rentabilités sont très faibles. Il faut savoir qu'un agriculteur en Afrique, quand il fait par exemple de la banane plantain, a une rentabilité autour de 8 tonnes l'hectare. Quand il utilise des techniques améliorées, par exemple celles que je partage dans la formation que j'ai faite sur comment faire la banane plantain et comment la transformer pour la vendre et gagner plus, mais quand un agriculteur africain commence à utiliser ces techniques-là, il peut arriver jusqu'à 20-25 tonnes. Et ça, c'est juste exceptionnel. Mais il faut savoir qu'un agriculteur en Amérique latine, quand il cultive 1 hectare de terrain, il n'a pas 8, il n'a pas 25, il a 40 hectares il a 40 tonnes de plantain sur un seul hectare. Donc quasiment le double du cultivateur amélioré en Afrique.
Et je ne le compare même pas au cultivateur basique qui ne fait que 8 tonnes. Il a quasiment 5 fois plus de rentabilité sur un seul hectare. S'il fait 100 hectares, on n'est pas compétitif du tout face à lui. Donc, tu as donc ce problème-là, bien évidemment, qui va faire qu'on produit très peu en termes simplement de rentabilité et de production. Et donc, on n'est pas forcément très rentable, justement, puisque le papa, lui, il fait une agriculture de subsistance. Il n'a pas forcément de grandes superficies sur lesquelles il peut travailler. Il n'est pas au courant de toutes les techniques. Et puis, il n'a pas les moyens pour pouvoir acheter les intrants. Parce que si tu veux faire de l'agriculture sur un hectare, par exemple, et que ça te coûte 1 500 euros, si tu as 10 hectares, ça fait 15 000 euros. Mais tu crois vraiment que l'agriculteur qui est au pays a 15 000 euros dans sa poche à pouvoir mettre? Bien sûr que non. Et ça, c'est l'un des intérêts et l'un des atouts de la diaspora dans l'agriculture, c'est que parfois la diaspora a les moyens financiers. Ce qu'elle n'a pas, c'est la technique et les méthodes. Et une formation comme celle-ci va te permettre justement de pouvoir apprendre énormément parce que tu vas justement gagner en années d'expérience, clairement, parce que moi, ce que je vais t'expliquer là, c'est comment est-ce que tu peux gagner intelligemment de l'argent avec de l'agriculture. Au travers de cette formation, tu vas pouvoir répondre aux questions de base que l'on se pose. Moi, beaucoup de mes clients, quand ils viennent me voir pour parler d'agriculture, ils me disent « Écoute Philippe, j'aimerais bien me lancer en agriculture, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quelle culture lancer. Je ne sais pas quelle superficie utiliser. Je ne sais pas quels sont les itinéraires techniques. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver les semences. » Et moi, je réponds à toutes ces questions dans cette formation-là. Quelle culture choisir? Quel sol choisir? Parce que ça, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais comme oui, je crois que je te l'ai peut-être dit en début, les sols sont différents et les sols ont des propriétés différentes. Est-ce que là où je peux planter du maïs, je peux y planter de la tomate, de la banane, plantain et du palmier? Non, non, non. Ce n'est quasiment pas possible. Si je te parle de sol sableux, je te parle de sol argileux, je te parle de sol latéritique, je te parle de l'humus et de plein d'autres choses, tu ne sauras peut-être pas de quoi je te parle. Et pourtant, ce sont des notions fondamentales en agriculture pour quiconque veut se lancer. Donc, moi, je vais t'expliquer dans cette formation comment protéger, nourrir et enrichir le sol. Parce qu'en fait, l'agriculture, bien évidemment, part du sol. Mais une fois que tu as un sol qui est bon ou pas bon d'ailleurs, comment est-ce que tu peux faire pour améliorer ton sol et jusqu'où est-ce que tu peux aller? Tu vas pouvoir décider justement de comment je fais pour choisir un terrain agricole. Quelles sont les bonnes caractéristiques? Est-ce que tout terrain est bon à prendre parce que c'est juste un terrain? Quels sont les paramètres super importants à considérer? Je te le dis de telle sorte que tu puisses acheter un terrain agricole sereinement désormais. Comment faire pour contourner donc les fameux pesticides qu'on utilise et qui sont des poisons? Les pesticides, ce sont les produits avec lesquels on vaporise. Il y a plusieurs formes de pesticides. Hein. Ce sont les herbicides, ce sont les fongicides, bref, ce sont les insecticides, tout ce qui est cide à la fin. Ce sont des poisons qui ont pour but de tuer, clairement, il faut le dire, hein, de tuer tout ce qui peut empêcher à la plante de pouvoir se développer. Le problème, c'est que quand on fait ça, on a un impact sur la plante elle-même, parfois, et surtout sur la santé de l'être humain. Parce que tu imagines qu'un produit qu'on utilise qui est un poison pour tuer les animaux figure sur les aliments que tu vas manger, bien évidemment, c'est l'une des causes principales de cancer. Donc moi, je te propose dans cette formation de voir des méthodes alternatives. Et comment tu fais pour pouvoir te passer des pesticides chimiques? Qu'est-ce qui existe en contrepartie? Quelles méthodes tu peux mettre pour pouvoir travailler sur le long terme? Comment est-ce que tu peux utiliser moins d'eau dans ton champ, dans ton espace agricole? Comment faire de l'irrigation? Quelles sont les techniques? Comment est-ce que tu peux les optimiser? Quel est le rôle et comment est-ce que tu peux, par exemple, aussi travailler en termes de stratégie agricole pour des cultures? C'est-à-dire, est-ce que tu vas décider sur ton espace de travailler, qu'est-ce qui est mieux pour toi? Est-ce que c'est de travailler, je ne sais pas moi, le maraîcher? Est-ce que c'est mieux les arbres fruitiers dont on ne parle pas assez et pourtant qui peuvent être une très bonne alternative dans ton cas à toi? Est-ce que c'est plutôt plus simple de faire du palmier ou des trucs, des cultures vivrières de manière beaucoup plus générale? Tout ça, j'y réponds dans cette formation. En fait, au terme de cette formation, tu auras gagné 8 ans d'expérience et économisé plus de 50 000 euros. Parce qu'en fait, c'est le temps que j'ai mis et les années que j'ai passées et l'argent que j'ai dépensé pour en arriver au savoir que je veux te véhiculer aujourd'hui dans cette formation. L'idée pour moi, c'est bien évidemment de te permettre de pouvoir bâtir toi-même, tout seul, ta stratégie agricole. Crois-moi, aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais les échecs. Les échecs sont un jeu que j'aime beaucoup. Je n'ai pas un très bon niveau là-dedans, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup de par la stratégie et le positionnement des pions
qu'un jeu d'échecs demande, ben, vois-tu, je pense qu'aujourd'hui, l'agriculture en Afrique, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Si tu ne sais pas comment bâtir ta stratégie pour te lancer là-dedans, tu vas te faire bouffer clairement. Tu vas perdre énormément d'argent, tu vas perdre énormément de temps et tu seras découragé. D'ailleurs, beaucoup de gens que je connais dans l'agriculture sont à ce stade-là de découragement parce qu'ils ne savent pas comment faire pour pouvoir s'en sortir. Ils se sont lancés dans un truc, ils y ont cru, ils ont mis de leur argent, ils ont motivé des personnes, ils ont trouvé même de leur famille, des personnes de leur famille et ça n'a pas marché. Je parlerai aussi du personnel. Avec qui est-ce que tu dois travailler? Qui doit t'entourer? Quelles compétences tu dois rechercher pour pouvoir espérer maximiser tes possibilités et tes chances de réussite. Donc, il est question pour moi de pouvoir aussi te parler du bio, bien évidemment. Il y a ce fameux rêve-là qui est de faire du bio en Afrique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent? Quelles sont les étapes pour arriver vers le bio? Comment on fait pour arriver à ça? Est-ce qu'il y a un marché sur place pour le bio? Est-ce qu'on fait le bio pour le vendre à l'extérieur? Bref, on parle de tout ça de manière transversale aussi dans la formation. Moi, j'ai mis le premier module de cette formation, comme d'habitude, gratuitement disponible dans la barre de description. Donc, je t'invite à y aller pour voir si cette formation-là, elle est faite pour toi. Parce que comme d'habitude, mes formations ne sont pas faites pour tout le monde. Celle-là, elle est faite pour ceux qui veulent vraiment, vraiment se servir de l'agriculture comme un pilier pour lutter contre l'impérialisme dont on a parlé tout à l'heure. Thomas Sankara disait que l'impérialisme, ce n'est pas que les États-Unis ou la France qui ont envahi un pays. L'impérialisme commence par l'alimentation. L'impérialisme, ce sont les grains de riz qu'on mange en Afrique. D'où vient-il? Quel cultivateur les produit? Qui est-ce qu'on enrichit quand on achète ce riz-là? En le faisant sur place, on redonne du pouvoir d'achat sur place, on redistribue l'argent dans le continent et bien évidemment, on participe de manière claire et efficiente au développement du continent. Alors, au niveau des prix, comme d'habitude, je vais te donner des prix basiques de la formation et je vais te donner des prix promotionnels. Et je t'ai fait vraiment une grosse promotion aujourd'hui parce que je veux vraiment t'encourager à te lancer. D'autant plus que mon objectif à moi, c'est de permettre au maximum de personnes de se lancer dans l'agriculture. Il y a vraiment, vraiment énormément de potentiel. Je le rappelle, on a 60% des terres arables disponibles en Afrique aujourd'hui et les multinationales et même de tous les pays, que ce soit la Chine, le Japon, la Corée ou même les États-Unis et l'Europe, viennent pour acheter des terres en Afrique. Donc toi et moi, nous devons non seulement acheter des terres, mais les exploiter pour pouvoir en tirer le meilleur et nourrir nos populations nous-mêmes. Ce n'est qu'à ce prix-là, ce n'est qu'au prix d'une diaspora qui s'investit dans l'agriculture que nous pourrons à nouveau avoir notre autonomie. Tu imagines que toi, aujourd'hui, tu sois dépendant de ton voisin pour manger, tu ne seras jamais libre. Clairement, tu ne seras jamais libre. Or, l'Afrique aujourd'hui dépend énormément. Je t'ai parlé de 50 milliards de dollars. Il y a une partie de cet argent-là qu'on peut récupérer en travaillant sur place. Et ça, je te développe cette stratégie-là dans cette formation-là. Donc, pour le prix, je te disais, cette formation va te coûter 497 euros. C'est le prix auquel je vais la laisser. Mais comme d'habitude, si tu la prends d'ici à 2 jours, c'est-à-dire d'ici à dimanche, je te fais une réduction spéciale et je te permets de la prendre à 397 euros. 397 euros, ça te fait quand même une bonne réduction, je pense. Mais je prévois une deuxième offre. La deuxième offre, c'est celle qui va te permettre de pouvoir prendre cette formation-là et d'avoir un accompagnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'aime bien prendre le cas du code de la route. Quelqu'un qui conduit peut avoir besoin juste qu'on lui explique et il se lance ou alors avoir besoin d'un moniteur à côté de lui. Et moi, je me dis, en fonction de ton cas personnel, peut-être que tu es dans une situation qui est peut-être plus complexe par rapport à la gestion de ta famille, peut-être que tu as déjà un projet d'élevage et tu as envie de combiner de l'agriculture, ou alors tu as juste une idée dans ta tête et tu as envie qu'on puisse en parler pour pouvoir peut-être industrialiser derrière. Je propose à ceux qui veulent que je puisse les accompagner dans l'établissement de leur stratégie, une formule qui comprend la formation de base plus du coaching à 1999 euros. C'est le prix auquel je vais vendre cet accompagnement-là. Mais exceptionnellement, je te fais aujourd'hui, pendant 2 jours, une réduction de 500 euros et je te la laisse à 1499 euros. Donc, si tu la prends aujourd'hui ou demain, cette formation-là, tu l'auras à 1499 euros. Comme d'habitude, les 2 formations et les 2 offres dont je viens de te parler sont disponibles en paiement en 3 fois pour que tu puisses, bien évidemment, si c'est ton souhait, ne pas trop faire peser ça sur ta trésorerie tout de suite et l'étaler sur plusieurs mois. Mais je préfère le dire tout de suite et je pense que tu le sais, moi je ne reviens jamais sur mes formations avec de nouvelles promos. Il y a des gens qui m'ont contacté en me disant « Ah ouais, quand est-ce que tu vas refaire la promo sur le poulet ou sur le poisson ?» Ma réponse est très claire, il n'y aura plus de promo, mec.
La promo, je la fais quand je sors la formation pour... Pourquoi est-ce que je fais une promo? Je vais peut-être le redire. Je fais une promo pour encourager ceux qui ont l'esprit entrepreneurial, qui consiste à prendre des décisions rapidement. Parce qu'en fait, quand tu veux faire de l'entrepreneuriat, l'un des gros challenges que tu vas rencontrer, c'est ta capacité à pouvoir prendre des décisions rapidement du premier trait. Or, je sais très bien que dans la vie, les gens procrastinent. Donc, du coup, moi, j'ai décidé, pour récompenser ceux qui ont l'esprit entrepreneurial et ceux qui veulent se faire violence eux-mêmes et se dire, je vais y aller, je vais me lancer, pour ces personnes-là, écoute, comme d'habitude, je leur donne donc une réduction pour les féliciter et les encourager à cela. Mais pour le reste, à partir de dimanche soir, la formation reviendra à ses prix normaux. Et de toutes les façons, elle reste moins chère par rapport à ce que tu pourrais trouver sur le marché. Bon, c'est vrai que le niveau de qualité de mes formations est plutôt intéressant parce que je te le rappelle encore, chaque jour je vends des formations et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu un seul client qui m'a dit je ne suis pas satisfait de ta formation ou je souhaiterais être remboursé. Personne, jamais ce n'est arrivé. Et comme je dis toujours, si c'est arrivé, la personne n'a qu'à venir dans les commentaires et dire moi c'est arrivé. La réalité c'est que ce n'est pas encore arrivé parce que mes formations sont de très bonne qualité. Et voilà pourquoi je suis sûr quand je donne une garantie. Donc pour cette formation, je te donne en plus une garantie 90 jours. Ça veut dire quoi? Je donne une garantie 3 mois pour pouvoir tester ma méthode. Si tu prends ma formation et que tu testes ma stratégie pour pouvoir l'implémenter et qu'elle ne marche pas, tu reviens me voir. Tu me dis, voilà, j'ai fait ça. C'est ce que tu avais dit, ça n'a pas marché. Pas de souci, je te rembourse. Mais je sais que ça n'arrivera pas, vu que je sais ce que je te donne. Donc, voilà à peu près ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc, va dans la barre de description. N'hésite pas, regarde la vidéo. Et tu vas déjà apprendre pas mal de choses parce que c'est le premier module de la formation que je rends gratuit. Et ensuite, si tu en as les moyens, si tu le veux vraiment, passe à l'action et, comme j'aime souvent dire, arrête de rêver ta vie et commence à vivre tes rêves, simplement. À très bientôt sur la chaîne.